de faire attention aux autres, enfin à ceux qui sont d'ici, à ne pas arriver un peu avec ses gros sabots. C'est une ville précieuse, même si elle a l'air complètement chaotique. Si elle est, c'est un peu, c'est ça le sublime aussi. Mais tout est dans un équilibre fragile en fait. Et si tu veux y rentrer, il faut trouver aussi sa place là-dedans. Mais Marseille est une ville d'étrangers qui viennent de Lille, de Paris, des Antilles, d'Algérie ou des États-Unis ou de l'Irlande ou des Comores. Donc tout le monde y finit par trouver sa place, mais il faut s'imbriquer avec les autres, je pense. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Qui es-tu, Oumnia Anader? Waouh, qui je suis? C'est un peu une question existentielle, mais pour résumer ça, je suis une jeune Marseillaise et algérienne. Je suis née en Algérie, j'ai grandi par contre ici à Marseille, j'ai passé mon enfance dans le centre-ville. Et je suis grande sœur aussi, je pense que ça c'est une des choses qui me définit. Grande sœur d'une fratrie de 6 enfants. Et en ce moment, je fais des films. Ça, en ce moment, c'est une grande partie de ma vie. Quel est ton métier? Alors, mon métier... c'est dur de se dire que c'est son métier, parce que je suis encore en apprentissage quand même. Et je sais pas si un jour on arrive à dire que c'est son métier, mais en tout cas, j'écris et je réalise des films et je joue dans des films. Quel est ton parcours? Comment t'es arrivée là? Oula, c'était pas du tout parti pour. C'est quelque chose dont j'ai jamais rêvé ou c'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire. Par contre, j'ai des souvenirs très marquants en fait de mise en scène quand j'étais petite. Mais justement parce qu'on était cette troupe d'enfants, j'étais un peu la capitaine. En fait, on se mettait beaucoup en scène parce que quand t'es étranger aussi en France, il y avait un truc où ma mère était très protectrice. Elle, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Genre, elle a fait en sorte qu'on soit très proches entre frères et sœurs justement pour se trouver et aussi pour faire front en fait dans un pays que tu ne connais pas, dans lequel tu arrives. Et donc mes frères et sœurs ont été mes complices pendant très longtemps, où je les mettais en scène. Ma mère me raconte des souvenirs où je parlais toute seule quand j'étais enfant devant le miroir pendant des heures dans un charabia avant même de parler, quoi, une langue. Et donc je pense que c'est des choses qui sont là depuis toujours. Mais après j'ai eu un parcours assez mosaïque parce que alors j'étais amoureuse des livres quand j'étais petite, mais je pense aussi parce qu'il fallait que j'apprenne la langue et que je l'avais pas en arrivant. Et je suis vraiment tombée dans cet amour de la lecture, des mots. Vraiment je voulais pas les lâcher. Je pense que j'ai trouvé aussi un refuge. Et du coup ça m'a paru hyper naturel en fait après le lycée de faire cette licence, une licence qui était en littérature et en sciences politiques. Et justement, je voulais être avocate à l'époque. Je voulais être avocate parce que j'étais assez impliquée justement pendant mes années de lycée avec le Secours populaire à Marseille, avec le mouvement Copains du Monde. Donc on faisait beaucoup d'actions. J'allais beaucoup aussi à Paris pour représenter la Fédération Marseille. Je pense aussi que quand tu grandis aussi en tant qu'immigré à Marseille et que tu vois certaines choses, surtout dans le centre-ville, il y a un peu ce désir de justice. Moi, je sais que j'ai un gros truc avec les injustices. En tout cas, quand j'étais petite, encore aujourd'hui, mais ça me crispait Et je pense que je voulais être un peu... je voulais me rendre utile. Et donc, au lycée, j'ai commencé à faire du théâtre grâce à ma prof de français. Et en fait, ça m'a permis de préparer mes plaidoiries. Et donc, je voulais continuer dans ça, mais très rapidement, à la fac, j'ai continué le conservatoire régional à Poitiers.
Et j'ai adoré jouer. Et puis d'un coup, tu vois aussi... il y a le fantasme et l'illusion, et après il y a la réalité. Et je me suis rendu compte qu'en droit, j'étais complètement naze. Que rester assise pendant des heures à bûcher, c'est pas mon truc. Donc j'ai pris le temps, justement, après la fac, de prendre une année sabbatique. Je suis rentrée chez mes parents. Et à ce moment-là, c'était un peu l'année de... On va voir. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait pas mal de rencontres vraiment liées au hasard. Notamment une fille qui s'appelle Sarah Belladi, qui est réalisatrice. Et à l'époque, c'est elle qui s'occupait des ateliers Tribu d'Hommes à Paris, qui étaient des ateliers qui permettaient à des jeunes issus de différents parcours, mais en tout cas qui ne viennent pas du cinéma, de faire un court-métrage, d'écrire, d'apprendre à écrire. Et donc, elle m'a poussée à faire ça, alors que moi, à l'époque, ça me paraissait complètement inimaginable d'écrire des histoires. Enfin, moi, faire des films, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Par contre, je passais des castings pour jouer dans des films. Et en fait, ça tombait trop bien qu'elle me dise ça, parce que j'avais pas passé beaucoup de castings, mais déjà, je me disais, ouf, waouh, un peu la flemme. Enfin, la flemme dans le sens où t'es quand même... tu restes sujet. Et surtout quand t'es une femme maghrébine, musulmane, ça reste compliqué. Puis en tout cas, les rôles qu'on nous proposait, pour lesquels on passait des castings, tout était assez cliché. Et puis j'ai fait de la radio, je fais un service civique. Enfin, j'ai touché à plein de choses pendant cette année-là. Et puis en fait, il y avait la prépa de la Cinéfabrique qui ouvrait à Marseille. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Honnêtement, au tout début, en fait, j'avais besoin d'argent. Et en fait, il y avait une bourse. Et puis ça me plaisait bien de me dire, allez, encore un an où je touche à plein de choses. Et ça a été le tremplin d'ensuite intégrer la Cinéfabrique en scénario et là d'y être en 3e année. Quel est ton univers artistique ? Je pense que ça se voit un peu chez moi. Mon univers artistique. C'est bien, tu me fais penser à des choses auxquelles vraiment, franchement, je m'étais jamais posé la question, mais je pense qu'il y a des choses qui me touchent profondément. Des photographes, des peintres, des sculpteurs, mais surtout des cinéastes. Moi, je sais que là où l'image m'avait beaucoup marquée, en tout cas quand j'ai commencé à fabriquer des images, c'était avec de la photo argentique et en Super 8. Et c'est les tout premiers films que j'ai tournés, c'était en pellicule. On était 2 avec Clément et justement on faisait des films à Marseille, mais aussi en voyage. Et c'était un peu presque du tourné-monté, ou en tout cas on tournait, on savait pas très bien ce qu'on tournait, mais ensuite on écrivait une histoire au montage. Et pour les photos, j'adorais justement, je prenais beaucoup de photos avec des pellicules périmées. Et ce que j'adore avec l'argentique, c'est justement ce côté artisanal. Parce qu'après, tu le développes toi-même, tu les scannes. Et puis même, tu sais pas en fait comment ça va sortir. Et il y a un truc où je pense que dans la vie, je suis un peu dans le contrôle. Et je crois que ce que j'aime justement dans les univers artistiques qui me parlent ou que j'ai envie de transmettre, c'est justement de lâcher prise, de pas avoir le contrôle sur certains trucs. Et je pense que ça me plaît beaucoup en pellicule et d'avoir une sorte de foi en fait aussi, et de se dire le produit fini ne dépend pas que de toi, il y a tellement d'autres paramètres. Donc c'est pour ça que j'adore les films de Alice Rochfacher, Heureux comme Lazzaro, Les Merveilles, Corpo Celesto, j'adore ces films. J'aime beaucoup les films aussi d'Abbas Kiarostami, parce que c'est des films pour beaucoup sur l'enfance, mais pas que, mais il a beaucoup parlé des enfants. Et je pense que ça, voilà, mon univers, je pense que c'est aussi un univers de l'enfance et de l'innocence. Mais comment justement cette innocence se retrouve mise à mal souvent. Mais je pense que d'avoir grandi justement avec des enfants, beaucoup d'enfants, ça influence pas mal. Il y a une question qui est un peu liée, qui vient après, c'est quel est ton processus créatif ? Je pense qu'il n'y a pas un univers artistique, mais il y a des choses qui me touchent vraiment en termes de matière. Je pense que la matière, pour moi, elle est très importante et c'est censé me faire ressentir quelque chose. Par exemple, c'est des films qui sont très différents, mais les films de Claire Denis me prennent vraiment aux tripes et pourtant, elle raconte des choses différentes. Et puis, l'univers artistique, quand t'es un enfant du départ, je pense que moi, tout ce qui est lié un peu... justement, ça peut aller sur la prochaine question, sur quel est ton processus créatif. Moi, c'est beaucoup les territoires qui m'inspirent et les décors. De partir d'un lieu, je trouve que ça raconte déjà énormément. Et d'ensuite tisser des choses. Et je crois que jusque-là, en fait, tous mes films sont nés comme ça.
Parce que le film Rorba en pellicule qu'on avait fait en Super 8 avec Clément, avec notre asso, les films vagabonds, justement, on était parti sur une déambulation de Marseille, un truc très précis sur le rivage, pour parler de cette fille qui est coincée entre deux eaux. Et pour Bimo, je savais que je voulais absolument raconter un territoire qui est très précis, que je connaissais bien de mon enfance, qui était le marché aux puces, le marché des Arnavaux, et puis les Stacks parce que j'y vis maintenant, mais qui était aussi un lieu d'enfance parce qu'on venait en fait aux plages des Corbières tous les étés pour le fameux barbecue, week-end barbecue plage. Et pour mon prochain film, Aziz, c'est ça, c'est parti d'une fête foraine. Et je sais qu'à chaque fois, c'est ça en fait, c'est à partir d'un lieu qui m'inspire et dans lesquels il y a différentes problématiques. Et à partir de ça, tu tisses quoi. Mais c'est vrai que les décors, c'est très important pour moi. Les décors, et puis ensuite, qui les habite ? Comment est-ce qu'ils les habitent ? Justement, il y a un livre qui s'appelle Le vrai du faux, qui est un livre d'entretien avec la réalisatrice Alice Rochefarer, dans lequel elle dit quelque chose de magnifique sur son processus créatif. C'est qu'en fait, elle trace sur du papier calque les lignes de vie un peu de ces personnages. Ce qui il y a que elle qui le sait, d'ailleurs, c'est complètement crypté, mais elle, en tout cas, elle sait en dessinant ces lignes leur parcours, et elle fait ça pour chaque personnage, et ensuite elle superpose les calques. Donc elle sait à quel point est-ce qu'ils se retrouvent, quand est-ce qu'ils se séparent, et qu'est-ce qui se joue pour eux. Et ça, je me suis dit que j'allais lui piquer. Parce que ça m'inspire beaucoup, en fait. Je fais ça un peu dans ma tête, mais c'est très beau de les avoir concrètement, physiquement, en fait. Est-ce que tu veux me parler d'un projet ? Parce que là, tu m'as parlé de 3 de tes films. Moi, j'en ai vu un, Bimo, que j'ai adoré. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire des films, même avant la Cinéfabrique, donc avec ce geste très libre de tourner vraiment caméra au point et y aller. Et puis après ça, j'avais réalisé 2 films en première année, et Bimo, c'est un film de 2e année. Comment parler de ce film ? Franchement, honnêtement, tout est une grande surprise dans ce film-là. Et moi, je crois que je commence à comprendre que à chaque fois que je ferai un film, ça va être une aventure et il va y avoir plein de déroutes. Et qu'en fait, c'est normal. Et surtout, il faut les remercier, ces déroutes-là, parce que c'est ce qui te force à être créatif. C'est ce qui te force à être habile. Et dans l'habileté, il y a une intelligence et donc une force et donc tu vois, ça te pousse vers certaines sensibilités vers lesquelles tu n'allais pas forcément aller. Et je dis ça parce que justement, ça a été un film de 2e année dans lequel donc, on était tous étudiants, mais c'était notre première année où vraiment on prenait nos postes dans nos départements. Donc il y avait un petit enjeu pour tout le monde. Et puis, c'est un film qui, de base, voilà, moi je voulais raconter, je savais ce que je voulais raconter cet endroit-là, le marché des Arnavaux, avec un commerce qui est très particulier là-bas et qui permet à plein de gens de gagner leur vie quand on est sans papier. Et puis, je voulais raconter la fraternité. C'était très important pour moi. Et puis, alors j'étais complètement obsédée et fascinée par tous les mythes. Et quand j'étais petite, quoi, j'adorais lire. Bon, et en tout cas, je voulais raconter une sorte de fratricide. C'était ça que je voulais au départ. L'écriture a été assez longue. Elle s'est faite avec Max Ramier, qui est à la Cinéfabrique avec moi. Et puis, au moment de tourner, donc il fallait faire un casting. Le casting, c'est vrai que jusque-là, pour moi, ça a toujours été du casting sauvage. Et il y a un ami à moi, un ami comédien, qui m'a présenté Mohamed et Ala. Et je me rappelle très bien, quand ils sont arrivés sur la coursive, j'étais en mode, ok, bah c'est eux. Et puis leur histoire était vraiment très proche du film. Vraiment assez folle. Enfin, ils m'ont demandé d'ailleurs si Bilal m'avait raconté un truc sur eux. J'aurais dit non. Et au final, Ala n'a pas pu faire le film. Donc, à quelques jours près du tournage, là, c'était avec Emma, Emma Escat, qui est vraiment une amie, une complice, une collaboratrice. Enfin, vraiment, je me sens très chanceuse de l'avoir rencontrée dans cette école. On s'est remise à écrire le film, quoi. C'était la script. Et puis, mais l'idée de jouer dedans, moi, de base, ça m'est pas du tout venu. C'est vraiment Julien, pareil, avec qui on travaillait beaucoup ensemble, on était très proches. Julien Borel, qui était le chef opérateur. Et que pour le coup, enfin voilà, j'aimais bien impliquer tout le monde assez tôt. Donc, il était là aussi au casting. Et c'est lui qui m'a dit, Oumnia, vous avez le même regard avec Mohamed, peut-être que tu devrais tenter. Et nous, on était en mode, non, non, ça va être trop galère si je suis devant et derrière. Et puis, c'était vraiment pas ça que j'avais imaginé, quoi. Et en même temps, en fait, ça m'a forcé aussi à prendre ma posture de femme dans cette communauté. Et en fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir un regard critique sur l'extérieur et m'attarder à quelles sont les implications pour soi en tant que femme aussi. C'était un autre morceau.
Et puis moi, la grande figure que j'avais dans ma vie, c'est ma mère. Et ma mère, c'est sacré. Et donc aussi un peu les femmes, c'est sacré, on n'a pas le droit de critiquer. Et en fait, ça m'a forcée. Je me suis dit, bon, bah ok, c'est ça aussi être une femme. Et d'ailleurs, pas qu'une femme maghrébine, une femme en général. Enfin, la charge mentale, elle est complètement universelle. Et là, il y a d'autres choses évidemment qui sont en jeu parce qu'il y a un parcours de migration, donc c'est plus tendu. Il y a des enjeux politiques, enfin voilà. Mais c'est aussi ça la vie quand on a une identité intersectionnelle. Hein. Est-ce que tu as aimé jouer ? J'ai cru que j'allais devenir folle. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que du coup, en termes de direction d'acteur, j'étais avec mes acteurs. Ça, j'ai tellement aimé. C'est-à-dire que t'es pas derrière le combo, t'es pas en train d'intellectualiser, t'es vraiment dans l'émotion, t'es dans la sensation. Donc forcément, ton acteur, il voit ça réel jouer avec lui. Enfin, t'es dedans, tu peux donner tout de suite les directions. Il y a quelque chose qui est vraiment ancré dans le réel. Et ça, j'aimerais beaucoup, parce que je ne vais pas rejouer dans mes films. Enfin, c'est pas un désir que j'ai tout de suite, quoi. J'aimerais pouvoir garder ça, en tout cas, de cette expérience, tu vois. J'ai pas envie, en fait, qu'il y ait un mur et qu'il y ait un combo, donc qui est, tu sais, le petit écran sur lequel tu regardes le retour caméra, qui soit entre les acteurs, le plateau et nous. Et c'est ça d'ailleurs que j'adorais au théâtre, en fait, dans mes expériences théâtre, c'est que le plateau, c'est le plateau et on y est tous. Et tout le monde est impliqué. Donc ça a été une portée un peu plus loin que seulement un film d'école. Est-ce que tu veux raconter aux auditrices ? En fait, la seule deadline de festival qu'on avait, qui était ouverte, c'était Cannes, la CINEF, donc qui est la sélection pour les films étudiants internationaux. Et c'est Alma Cor, la productrice du film. Et elle a dit non, mais si on l'envoie. Elle me dit, écoute, tu le fais ou je le fais, mais on l'envoie. Donc je l'ai envoyé. Et quelques mois, alors moi je l'avais vraiment sorti de ma tête, quoi. La vie continuait. En plus la deuxième année elle est très intense. On faisait un film avec les personnes qui sont à l'intérieur des Baumettes. On faisait des films avec des primaires. Enfin, la vie était très intense, quoi. Donc on pensait pas à ça. Et puis je reçois un mail de Dimitra, qui est la sélectionneuse donc à Cannes, qui dit, mais alors hyper mystérieuse. Bonjour Oumnia, je viens de voir Bimo. Est-ce qu'on peut s'appeler s'il te plaît? J'ai complètement paniqué. Je me suis dit, bah voilà, parce que le film n'était pas mixé. Ben voilà, elle va m'appeler pour me dire comment osez-vous nous envoyer. Et j'étais hyper sérieuse. Et je me suis dit, bah merde, c'est pas grave, faut être courageux, faut assumer. Et j'appelle au téléphone, et alors, toujours mystérieuse. Et vous êtes qui? Et vous êtes en quelle section? Et vous faites quoi? Je suis en mode, je m'appelle Oumia, je suis en scénario, c'est un film de deuxième année. Vous êtes en scénario, d'accord. Écoute, j'ai beaucoup aimé ça et ça et ça, ok. Et moi, vraiment, je laisse des blancs parce que je sais pas quoi dire. Elle me dit, eh bien, félicitations, bravo, enfin, vous faites partie de la sélection. Et là, je fonds en larmes. Bah ouais, je crois que je fonds en larmes. Mais vraiment un peu de... Ça a été tellement dur de faire ce film, honnêtement. Ça a été long. Et en fait, de faire des films, de trouver sa place dans ce milieu, dans ce pays, vraiment, honnêtement, dans cette vie, quand t'as pas tous les privilèges, quand tu viens dans certains milieux, et alors en plus faire des films, c'est vraiment un peu décider que ta vie va encore être un peu une bataille en permanence. Donc, je pense qu'il faut un peu aimer aussi ça, en vrai. Je pense que ça m'a émue parce que vraiment, ça a été très compliqué de faire le film, mais on n'a pas été aidé à plein d'endroits. Et on a fait que rebondir, et on a eu la foi. Et d'un coup, pour moi, qui n'ai jamais rêvé de Cannes ou de ces trucs-là, voilà, c'était pas un objectif dans ma vie. Je pense que ça a marché parce qu'on l'a fait avec naïveté aussi. J'ai pleuré, je pense, par soulagement. Ça paye, en fait. Ça paye. Et c'est pas juste dur et se battre dans le noir et sans. Il y a de la reconnaissance, il y a de la lumière qui arrive. Et pour moi, c'était vraiment la reconnaissance, à la fois honnêtement, de ce film et de ce travail d'équipe, qui est quand même fou. On est la première promo de Marseille. J'étais trop heureuse, en fait, de pouvoir aussi emmener Mohamed là-bas, quoi. J'étais trop fière. C'était son premier film. De pouvoir emmener l'équipe. Enfin, on allait pouvoir avoir des étoiles dans les yeux ensemble. C'était génial d'y aller. Et c'est vrai que ça a été une aventure de fou.
Ça t'a ouvert quoi comme porte ? Je sais pas si c'est des choses directes, mais de pouvoir, moi, avoir ce cachet, j'ai eu des gestes un peu d'audace que j'aurais pas eu forcément. Enfin, tu vois, de l'envoyer à une chaîne télé qui, en fait, l'a acheté. Je sais pas si ça a aidé Cannes ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'a donné du courage. Et pareil, pour le prochain film Aziz, qui est pas fait avec l'école, je pense que d'avoir eu ça à ce moment-là, on était face avec ma productrice Anaïs, on était à un moment où on savait pas si on pouvait... Enfin, tout le truc du CNC, il fallait retenter, on n'avait pas eu l'aide. C'était long, hein, ça faisait 3 ans qu'on était sur le dossier. Et c'était notre dernière fenêtre. Et on s'est dit, ok, bah vas-y, on le tente. Mais je pense que parce que là, je me suis dit... non mais alors, on a fait que des paris sur Bimo et voilà, on en est. Bah, je pense qu'on va continuer à faire des paris. C'est pas grave, à la limite, si on se casse la gueule, c'est aussi le jeu. Et puis, mine de rien, ça offre de la visibilité, ouais. On peut voir Bimo sur le site de Arte. Oui. Je recommande et je mettrai le lien dans la description. En fait, si je voulais dresser ou mettre un cadre, mon Dieu, c'est la pire manière. En fait, en général, les films et les idées te viennent quand tu fais quelque chose qui n'a rien à voir. Et moi, je sais que c'est beaucoup en étant en mouvement. C'est pour ça que j'adore ce trajet vers la ville, en fait, et vers les stacks. Ça te permet de réfléchir. Mais non, je travaille un peu dans mon lit, je travaille un peu sur cette table. Après, j'ai beaucoup travaillé en résidence aussi. J'ai eu la chance de partir beaucoup au Moulin d'Andé. Et ça, c'est un lieu qui m'a fait beaucoup travailler. Donc, les résidences, c'est le meilleur endroit, hein, parce que tu sais, t'as pas à réfléchir à te faire à manger, assis à ça, c'est une bulle. Et ça, c'est un privilège immense pour tout artiste qui a besoin de travailler sur son art. Et puis, quand j'avais des gros trucs quand même où il fallait que je bosse, et j'étais bien obligée, j'allais beaucoup au plan de A à Z. Ça, c'est un beau lieu pour travailler. Je sais pas, moi, ils font des cafés doudous qui me réconfortent et j'arrive à me poser et à tracer, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers tes films ? Je sais pas si je me dis concrètement, tiens, enfin, tu vois, quand t'écris un film, tu te dis pas j'ai envie de transmettre ça. Par contre, je raconte des émotions et je raconte des bribes de vie qui, même si elles sont ultra subjectives et intimes, je comprends de plus en plus qu'on est tous humains et que c'est universel et que... Tu vois, par exemple, pas seulement avec Bimo, mais avec d'autres films. Mais pour le cas de Bimo, en fait, il y a plein de meufs qui se sont reconnues et qui sont venues me le dire dans cette posture-là de devoir gérer aussi pour la famille. Et elles sont pas du tout algériennes, elles sont pas maghrébines. Donc voilà. Je pense que moi, je mets dans mes films ma lutte, mon amour, ma désillusion, mes espoirs, mais aussi c'est sombre des fois c'est lumineux. J'avoue, je fais pas les films les plus gais de la terre, hein, mais et je pense qu'il y a aussi de ça, tu sais, dans le quotidien, tu veux pas te laisser abattre par plein de choses, et donc les films, c'est aussi une manière de régler certaines choses. Mais en tout cas, donc non, je sais pas si je veux transmettre en particulier quelque chose, mais en tout cas, je donne un bout de moi, ça c'est sûr. À qui veut bien le prendre, le regarder, et voilà, tout en étant de la fiction. Et là-dedans, on y trouve toutes et tous des morceaux de soi, je pense. Des choses qui nous font écho, ou réfléchir, ou qui nous mettent en colère, ou qui nous questionnent. Est-ce que Marseille nourrit ta créativité ? Et si oui, comment ? Ah, mais c'est ma terre nourricière, je pense. Vraiment, c'est très... Alors là, on va parler de Marseille. Elle est importante pour moi, cette question, parce que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, vraiment, je cherche ma place. Tu sais, quand t'es né en Algérie et t'arrives ici, il y a vraiment ce truc où t'es ni vraiment de là-bas, ni vraiment d'ici. Et donc, t'appartiens un peu à un territoire flottant, où il y a plein de gens qui te ressemblent, qui vivent aussi sur territoire flottant. Mais c'est vraiment dur quand tu grandis comme ça, parce que, pour le coup, tu vois, je me rends compte le privilège de mes parents, alors qu'ils ne sont absolument pas privilégiés, mais le privilège de mes parents, c'est de savoir exactement d'où ils viennent et où ils vont retourner. Et pour mes frères aussi. Eux, ils sont nés ici, ils vont grandir ici. Enfin, il n'y a pas de question, quoi. Donc, leur lien à l'Algérie est très sain, leur lien ici est sain. Et moi, j'ai pas du tout ça. Je dis pas que c'est malsain, mais en tout cas, c'est complètement perdu, en quête en permanence. Et c'est pour ça, je pense que j'aime beaucoup voyager et que je suis beaucoup partie
pas forcément très loin, mais en tout cas pour essayer de trouver qu'est-ce qui me ressemble ailleurs. Le Marseille dans lequel j'ai grandi, le Marseille d'Anville, dans le début des années 2000, c'était pas ce Marseille qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que c'était aussi parce que c'est par le prisme de ma famille, à une certaine époque. C'était chaotique et très beau en même temps, mais c'était quand même chaotique. Et c'était une ville qui était, mais waouh. Enfin, moi, j'ai vraiment grandi dans une sorte, mais comme dans une marmite en fait. Enfin, vraiment dans une marmite. Tout était très bouillonnant autour. Et ensuite, mes parents sont partis à Aubagne. Donc là, par contre, je t'explique, faire le lycée dans une ville radicalement différente de Marseille, ça a été très dur, mais je crois que j'en avais besoin parce qu'il fallait absolument que je m'ennuie. Je me suis vraiment ennuyée et ça m'a aussi permis de voir vraiment, tu sais, ce rythme, surtout à l'adolescence, le rythme des villes un peu, tu sais, à côté de la plaque. Enfin, t'as pas grand chose à faire, quoi. Tu zones sur des parkings, dans les voitures. Et finalement, ça a été de très belles années lycée, mais c'est vrai que le changement était assez drastique. Et puis, depuis petite, moi, c'était un truc, je voulais partir loin de chez moi. Donc, je suis partie à la fac. Vraiment, c'était Le Havre, Poitiers. J'avais 2 options. J'étais en mode, ça, c'est bien loin. Et c'était bien parce que ça m'a appris à être seule. Tu sais, dans une ville où il y a toujours du monde, où dans ta famille, il y a toujours du monde. Ça m'a appris à être seule. Ça m'a appris à me rencontrer. Ça m'a permis aussi de vivre dans une ville à taille humaine. Ça a été un passage très important. Et donc, quand je suis rentrée, en fait, à Marseille, en 2021, je pense, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir un Marseille totalement différent. Un Marseille qui était cool. Un Marseille qui était à la mode. Alors que moi, je me rappelle la première année de ma fac. Oh mon Dieu, mais la honte. Hein. Je disais que je venais de Marseille, on me disait oh, c'est dangereux, non? Enfin, j'étais en mode oula. Enfin non, c'est pas. Enfin c'est non, bah non, c'est pas ce qu'on se raconte dessus et tout ça. Mais d'un coup, je reviens dans Marseille et je crois que j'ai eu un truc. Et ça, c'est une particularité de cette ville. Un truc possessif. Et tu sais, un peu comme dans une relation un peu toxique où j'étais en mode ah mais t'es sérieuse? Je parle de Marseille là, en lui disant ah mais t'es sérieuse? Donc nous, les tiens, c'est comme ça que tu nous reçois là, avec ton sourire édenté, et c'est la misère et c'est la galère. Et ceux qui viennent de Paris et d'autres et qui ont les moyens, tu leur sors le tapis rouge quoi. Et donc maintenant c'est cool et c'est genre la Californie et j'étais hyper en colère. Enfin, j'en voulais à personne en particulier, j'en voulais à la ville. C'est trop bizarre de dire ça. Mais je l'ai personnifié pendant très longtemps Marseille. Et il m'a fallu du temps, en fait, avant de lui pardonner. Et en fait, avant de pardonner aux murs de cette ville, aux rues de cette ville qui ont vu pas seulement ma famille, mais beaucoup de familles, beaucoup d'étrangers galérer dans des appartements miteux, dans un environnement violent et difficile. Et il m'a fallu du temps pour me réconcilier avec la ville. Et je pense qu'au moment de chercher un appart, mais c'était bien parce que j'y vivais et tout ça, mais je sais qu'au moment de chercher un appart, je savais que je voulais pas être en centre-ville. Et donc les Stacks, c'était un peu le dernier bastion aussi de cette ville que je connaissais, tu vois, mais avec qui j'avais pas d'attache. Et qui avait ce côté village que j'avais appris à aimer ailleurs. Et où comme ça, puis j'aime bien, je crois, depuis ma lodière, regarder la ville de loin et décider quand est-ce que tu vas dans la cohue ou pas. Et quand tu reviens là, par contre, quand tu vas pas très bien, c'est sûr que c'est isolant. Mais j'aime bien que les choses, elles soient pas à moitié, tu vois. Enfin... Et puis j'aime bien parce qu'ici, il y a une grosse communauté d'immigrés, pas primo-arrivants, vraiment des vieilles familles d'immigrés, espagnols, italiens, algériens. Et c'est la première fois que je me sens chez moi. Je me sens chez moi maintenant à Marseille. Et c'est un territoire qui m'inspire tellement. Et par contre, j'ai appris à pardonner à la ville et à l'aimer. Et maintenant, là, par exemple, je suis revenue de Paris il y a 2 jours. Mais alors ça... Parce qu'il y a une expression en arabe qui dit ça, mais en gros, je suis descendue du train, j'avais envie d'embrasser les murs de la gare. J'étais en mode, qu'est-ce que je t'aime, quoi. C'est chez moi, c'est ma ville, et en fait, j'aime tout ce qui la compose. Et je la trouve sublime, mais je la trouve sublime, genre vraiment dans ses défauts, dans sa beauté, dans les différentes populations qui la composent. Et une ville ne peut être aussi belle que justement, si elle a plusieurs facettes. Cette ville a tellement de facettes. Et donc elle m'inspire énormément. Les décors... Honnêtement, un de mes rêves, c'est de faire une série de courts-métrages, une sorte de
capsule, enfin non pas capsule, comment on dit ça? Oui, bon, une série de courts-métrages avec un lieu à chaque fois très précis. Mais on peut raconter tellement avec les lieux, en s'échappant aussi de ce qu'on attend de nous, en créant des récits assez inattendus. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas que la mer bleue et les rochers blancs. Est-ce qu'il y a des lieux où tu te rends pour te ressourcer ou pour t'inspirer? Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais sûrement parce que je suis beaucoup, donc, tu sais, centre-ville, Marseille, l'Estac, aussi pour Aubagne, pour aller voir ma mère et mes frères. Le TER, c'est un lieu que j'aime bien. Parce que ça te fait traverser des espaces. Et je sais pas pourquoi je suis obsédée par les gares parce que c'est des lieux de transit, en fait. Peut-être que j'ai l'impression d'être une gare moi-même, enfin, j'en sais rien. Mais je sais que les TER, c'est un lieu qui m'inspire beaucoup. Ou en tout cas, l'inspiration naît, où j'arrive à réfléchir, ou surtout la nuit. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai toujours repéré mes décors où je savais que je voulais tourner. Ensuite, il y a ici à l'Estac, dans les collines et les hauteurs. J'adore. Puis aussi aller à Corbière, tu sais, la nuit, quand il y a personne, se poser, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et puis en ville, j'ai découvert ça récemment, truc de fou, alors que vraiment je suis marseillaise, mais j'ai découvert Maison Empereur hyper tard. Et vu que cette année j'ai un petit salaire, j'adore aller faire du shopping là-bas. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent? Tu sais, au début, comme je te disais, j'avais galéré pour cette question. Enfin, quand je l'ai vue, je me suis dit, je sais pas, j'ai pensé à des figures connues et tout. Je me suis dit, mais merde, j'ai pas trop ça. Et quelques jours sont passés, je me suis dit, évidemment, bien sûr. Elle est pas vraiment marseillaise, elle est devenue avec le temps, mais ma mère, ma tante, ma grand-mère. Et je pense, ces femmes-là, en fait, ces femmes-là qui ont littéralement débarqué, en fait, qui ont débarqué d'un bateau, d'un avion, et qui sont arrivées ici pour reconstruire leur vie. Et à qui il a fallu beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup de force et de lumière, en fait. Parce que je trouve ça fou que malgré toutes les épreuves, tu sais, tu gardes le sourire. Et c'est justement les personnes qui sont les plus lumineuses, en fait, et drôles. C'est que tu gardes le sourire, tu en ris, et ça t'empêche pas de donner aux autres. Même au contraire, c'est des femmes qui, au final, sont très généreuses. Et il y en a tellement, en fait, dans cette ville. Et je les vois. Et juste, c'est très beau parce que vraiment, du coup, à chaque fois, je sais pas comment dire, mais ça, c'est vraiment particulier à Marseille. Genre, je me sens jamais isolée ou pas en sécurité ou parce qu'il y a une version de ma maman quelque part dans un coin, quoi. C'est sûr. Enfin, elles sont tout le temps là et c'est ces femmes-là, moi, c'est vraiment ces figures marseillaises et qui sont d'ailleurs des femmes musulmanes et qui sont pas du tout comme ceux qu'on veut les représenter, les raconter dans les médias, C'est ces femmes-là et ces mamans surtout qui tiennent cette ville et qui permettent énormément, qui sauvent des vies, honnêtement, qui créent un circuit de solidarité à leur échelle, qui nourrissent des enfants, qui prennent soin de personnes, qui poussent à l'éducation tout en se bataillant pour elles-mêmes, pour leur propre santé mentale, essayer de se faire plaisir. Et du coup, où est-ce que j'adore aller? Au hammam. Après ça, c'est depuis toute petite. C'est vraiment un lieu pour ma mère et moi. Elle m'y emmenait. Elle me dit, t'avais 4 mois, quoi. Enfin, ma mère, elle était en mode, je pouvais pas te laisser, je t'emmène, quoi. Donc c'est un lieu qui est très familier pour moi et que j'aime vraiment pour ça. Qu'est-ce qui te rend fière d'être marseillaise? C'est qu'on est encore dans la résistance de beaucoup de choses, en fait. Contrairement à d'autres villes, d'autres territoires. On arrive à faire par nous-mêmes. Et bon, même si de base, ça vient d'un truc pas très positif, qui était une absence des pouvoirs publics, concrètement, comme pour tout territoire qui n'est pas sexy ou qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait de lui, n'empêche que les gens en ont fait une force. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les Marseillais, les Marseillaises, de quartier, à une échelle locale. Ça me rend fière parce que... Et puis même dans l'état d'esprit, en fait. Enfin, il y a un truc ici qui va à l'encontre de cet universalisme avec lequel on nous bassine. Ici, non, on accepte les différences de chacun et on en est tous très fiers et ça n'empêche pas, au contraire, de vivre ensemble. C'est être marseillais, ça veut dire être différent, assumer qu'on est différent, qu'on vient d'endroits pluriels et divers et qu'on s'aime justement pour ça. Et ça me rend très fière, ouais.
Qu'est-ce qui te révolte, au contraire? On va parler d'immobilier. C'est cette tendance assez nouvelle depuis le Covid à acheter des appartements qu'on fait rénover, qu'on met en Airbnb, qu'on met en location hyper cher. Ça me fait vraiment chier. Et pas que moi, plein de gens. Je me suis retrouvée dans une situation où je devais trouver un appart justement à un proche. Pas une fois, 2 fois. Et waouh. En fait, on est en train de... Vraiment, les gens qui sont censés habiter cette ville et qui sont des Marseillais, on les fait reculer. On les fait vraiment galérer pour avoir un toit et un espace à soi digne. Et ça devient vraiment très cher, très difficile d'accès, parce qu'on surfe sur quelque chose. On va passer à un peu plus de douceur. Quelles sont tes petites habitudes du quotidien? Je réajuste un peu toute ma vie en ce moment. Et je passe beaucoup de temps chez moi. Et donc, je suis en train de les apprendre et de les découvrir. Et donc, mes petites habitudes, c'est prier le matin, ça j'aime trop. C'est boire mon café avec cette petite tasse devant la mer. Et manger mes kiwis. Et puis, c'est au moins une fois dans le week-end aller me balader, ouais. Aller voir les corbières, aller voir la mer de près. De mes grandes habitudes, là, c'est... j'ai ma radio dont je suis complètement amoureuse. On dirait une mamie. Écouter jazz radio et lire avant de m'endormir. Ça, j'aime trop maintenant. C'est l'heure de ton portrait marseillais. Si tu étais une odeur? L'iode. Je pense que j'aurais l'odeur de la mer. Si tu étais un son? Le son du msemen qui cuit sur la plaque en fonte. Et si tu étais un goût? Un Yeti au coca. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? J'arrive pas à la quitter. J'arrive pas à la quitter. Pour être tout à fait honnête avec toi. Tout le monde te dit non, mais il faut aller vivre à Paris pour le travail et tout. Ah ouais, pas du... Enfin, non. Non. Mais si je devais la quitter pour un horizon encore plus au sud, qu'est-ce qui me manquerait? Ces gens. Vraiment, ces gens. J'aime trop Marseille pour ça. J'aime trop les humains qui l'habitent. J'aime trop le fait qu'à la fois on soit trop nerveux mais tellement doux au fond. Et que c'est juste qu'on a des problèmes de communication, mais c'est pas grave. J'aime trop la gentillesse et qu'il y a encore quand même un truc très humain qui est resté. J'aime trop les enfants d'ici. Une naïveté qui se mélange à... On est déjà un peu trop grand. Alors qu'on est encore enfant. Ouais, j'aime tellement de choses. Vraiment, je peux continuer là. Donc, mais beaucoup de choses me manqueraient. Son horizon, ce paysage. À quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici, comment tu lui parles de la ville? Il faut se faire accepter par Marseille. C'est pas évident. Hein. Et je pense que je lui dirais de prendre le temps d'observer, de se laisser porter en fait. Il faut comprendre dans quel courant est-ce que t'es avant de... Donc ça prend quelques jours aussi d'adaptation et ensuite de se fondre complètement en elle. Vas-y, fais tout. Fais ce que les gens font, tu vois. Faut être curieux et aussi de faire attention aux autres, à ceux qui sont d'ici, à ne pas arriver un peu avec ses gros sabots. C'est une ville précieuse, même si elle a l'air complètement chaotique. C'est un peu, c'est ça le sublime aussi. Mais moi, je suis amoureuse de ma ville, donc je prêche. Mais tout est dans un équilibre fragile en fait. Et si tu veux y rentrer, il faut trouver aussi sa place là-dedans. Mais Marseille est une ville d'étrangers qui viennent de Lille, de Paris, des Antilles, d'Algérie ou des États-Unis ou de l'Irlande ou des Comores. Donc tout le monde y finit par trouver sa place, mais il faut s'imbriquer avec les autres, je pense. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager? Ouais. Il y a une anecdote que j'adore. Et pendant longtemps, je pensais que c'était un rêve. Jusqu'à ce que ma mère me dise non, c'est arrivé. Quand j'étais petite, on vivait justement rue Potrier dans le 3e, dans un tout petit appartement. C'était un peu notre premier vrai appart. Mais bon, c'était assez minus. Et c'était l'été, il faisait très chaud. Et donc, il y avait ma sœur, mon frère et moi, on était 3. Et bon, je l'ai dit, j'étais un peu la capitaine de ce navire-là. Et ma mère nous avait laissés à la maison parce qu'elle devait faire des papiers. Bon, je sais plus pourquoi, mon père travaillait.
Et on est resté, il faisait hyper chaud, je me rappelle, c'était l'été. Et j'avais décidé que si on ne pouvait pas aller à la mer allait venir à nous. Et j'avais bouché, c'était vraiment un petit appart, tu vois. Et j'avais bouché le truc de la cuisine, la salle de bain, et j'avais ouvert tout à fond. Et moi, dans mon souvenir de petite, j'avais l'impression qu'on avait fait une immense piscine, mais en tout cas, on barbotait dans l'eau. Et ma mère qui monte, donc c'est elle qui me raconte. Moi, j'avais vraiment le souvenir de nous qui nageaient, on était trop contents avec des trucs qui flottaient et tout. Enfin, c'était horrible. Heureusement, on n'est pas morts, avec l'électricité. Et en fait, ma mère qui rentre dans l'immeuble et qui voit de l'eau qui coule. Et elle le sait. C'est Omnia. J'étais, mais un enfer quand j'étais enfant. Vraiment, le nombre de bêtises que j'ai fait, c'est... Et elle monte rapidement les escaliers, elle ouvre la porte et toute l'eau fait pouf. Et moi, je lui dis, maman, regarde, on a une piscine. Et en fait, elle trouvait ça tellement... Enfin, elle était tellement rassurée qu'il ne nous était rien arrivé et qu'elle trouvait ça quand même mignon qu'on n'a pas été punis. Mais voilà, c'est mon anecdote des enfants magiques de Marseille. Qu'est-ce que les auditrices ou les créatifs et créatives de Marseille peuvent faire pour t'aider? Je sais pas si tu as des besoins. C'est une nouvelle question que j'ai ajoutée parce que je pense que la coopération et l'aide entre chacun peut nous servir. C'est trop bien de dire ça. Je pense partager mon travail au maximum, ça aide toujours en fait, mine de rien. À l'heure actuelle, il faut une visibilité quand t'es réal ou acteur, actrice. Et puis c'est aussi mettre en lumière le travail de toute une équipe d'étudiants qui va être sur le marché du cinéma très bientôt, parce qu'on finit bientôt l'école. Et c'est trop bien si on peut repérer leur nom, tu vois, pour... par exemple, voilà, si vous êtes monteur, monteuse, ingé son... à l'image, dans n'importe quel travail, en régie, n'hésitez pas à aller voir les noms des personnes qui sont dans le générique et à leur proposer du travail, à leur proposer des expériences. Ça me ferait vraiment plaisir et je pense que ça aiderait beaucoup de personnes. Merci beaucoup, Omnia. Merci à toi. Une dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut voir, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut voir ton travail, où est-ce qu'on peut communiquer avec toi? Principalement sur Instagram. J'ai pas de site. Omnia Nader sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!